Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment utiliser les maths pour résoudre des problèmes de programmation. Donc là, l'un des premiers problèmes qu'on a, c'est de calculer la somme suivante, donc 3, etc. avec les exposants jusqu'à 100. Donc une première approche, en fait, c'est de faire une boucle for, où en fait, je vais parcourir de 0 à 20 et je vais prendre la somme totale. Et donc si je la fais, j'obtiens bien le résultat. Et en fait, cette formule, elle peut également s'écrire de cette manière-ci. Donc c'est une formule mathématique, et donc si je prends A est égal à 1 et R est égal à 3, je peux en fait juste utiliser cette formule. C'est une somme géométrique en fait, ça s'appelle. Et donc si je regarde le résultat maintenant, j'exécute exactement la même chose, et en un temps record, j'obtiens exactement le même résultat. Question numéro 2. Donc on a deux planètes, la planète Vegeta qui a une période de révolution de 15 jours autour de la Terre et qui est visible au bout du 6e jour, et la planète Namek qui a une période de révolution de 7 jours et qui est visible au 5e jour. Et on se demande en fait au bout de combien de jours les deux planètes seront visibles ensemble. Donc là il manque un S également. Et en fait, donc ce problème-ci, on l'avait déjà rencontré donc dans la vidéo d'ITP et astuces. Ce que je vais faire en fait, c'est que je définis deux ranges, et en fait je vais définir des cycles. De cette manière, en fait, ça va se répéter à l'infini. Et en fait, je vais faire une boucle while, et tant que ma condition n'est pas rencontrée, je vais en fait itérer sur les jours, donc ça va se répéter à l'infini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et en fait, le moment où la condition elle est obtenue, c'est-à-dire que d Vegeta égale 6 et d Namek égale 5, et ben, je sors de la loupe. Et donc, je compte le nombre de jours en même temps. Et donc, si maintenant, j'exécute tout ceci, j'obtiens que le nombre de jours sera visible au bout de 96 jours. Mais en fait, cette méthode, j'aurais pu également la faire avec de l'arithmétique, puisqu'en fait, c'est également la solution des équations de congruence. Donc n doit être congru à 6 modulo 15 et n doit être congru à 5 modulo 7. Et donc ça, c'est au programme de terminal mathsp. Et vous pouvez en fait le résoudre ou itérer, et vous trouvez en fait également que n égale à 96 très facilement. Question 3, celle-là elle n'est pas simple. Donc en fait, on a un user d'Instagram qui a un ID, donc de 10 nombres au maximum. Et en fait, on va définir une relation entre les deux users. Donc on va dire qu'il y a un user et il va y avoir un follower. Et en fait, à partir de ces deux relations, on voudrait créer un unique ID qui en fait matérialise cette relation, et cet ID doit être unique et le plus simple possible en termes de mémoire. Donc une solution, si je passe du point de vue du code, donc j'ai deux ID, je définis ma relation, on pourrait penser en fait à faire ID relation qui serait égale à par exemple user ID 1 plus user ID 2, mais en fait ce serait pas bon, parce que mettons qu'on est par exemple si j'ai un user qui est 3,4 et l'autre qui est par exemple 5,2, donc j'obtiendrai 7 dans les deux cas et ce serait pas bon. Donc une autre solution qu'on peut avoir, c'est de faire la concaténation des deux. Donc en fait on mettrait ça des strings, et en fait on ferait que l'id relation, je vais vous l'écrire juste là, ce serait égal en fait à la concaténation des deux, donc ce serait, il faudrait les passer en string, user id 1 plus la concaténation user id 2. Donc ça pourrait éventuellement marcher, de le faire comme ceci, et donc j'obtiendrai bien un unique ID, sauf qu'en fait l'inconvénient c'est que ça a pris plus de place en mémoire, parce que de 1 c'est un string, et de 2 en fait il sera sur plus de caractères, puisque ce sera la solution des deux. En fait une solution assez simple et assez élégante, ça consiste en fait à définir une bijection entre n2 et n, et en fait cette bijection elle peut s'écrire comme ceci. Donc i ce serait l'id de l'user 1, et j ce serait l'id de l'user 2, et en fait cette fonction, pour tout nombre i et j, elle va en fait donner un nombre unique qui est dans n. Et donc cette fonction c'est la bijection en fait entre n2 et n, donc je la définis ici en fait, cette fonction c'est exactement celle que j'ai réécrite, et donc on voit bien que pour que n'importe quel nombre, donc là par exemple 57,86, j'ai obtenu un nombre unique, et ce qui est également intéressant, c'est que cette relation n'est pas symétrique. C'est-à-dire que dans notre cas présent, vous voyez qu'un user peut avoir un follower, mais ça ne veut pas dire que cet user ID 2, il aura l'user ID 1 comme follower. Donc c'est une relation non symétrique. Et donc c'est pour ça que si maintenant on change l'ordre, on obtient bien en fait un nombre différent dans les deux cas. Donc c'est très intéressant et très utile dans le cas présent. Question 4, très simple aussi, donc on dispose d'une pièce truquée qui donne face avec une probabilité 3 sur 10, donc elle est truquée, la probabilité c'est 0,3. On lance 20 fois cette pièce, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 10 fois face? Donc pour cela ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est en fait faire une boucle,
Donc je vais en fait simuler énormément de lancers, donc à peu près 1000. Et en fait, à chaque fois que je vais obtenir, je vais compter le nombre de le nombre de fois que j'obtiens la face à face, du coup. Et en fait, donc là, je génère une probabilité entre 1 et 10. Je dis que c'est inférieur à 3, donc 0,3. Alors j'ajoute 1. Et donc à la fin, en fait, je compte le nombre de fois que j'ai obtenu 10 sur toute la liste des résultats. Donc je vais le faire. Alors ça va pas prendre de temps, voilà, ça va être très simple. Et donc si je regarde probabilité 10, j'ai à peu près 0,03. Donc maintenant, en fait, ça peut être mieux plus facilement, puisqu'en fait, ça c'est exactement une loi binomiale. Et donc en fait, je sais que lorsque j'ai une loi binomiale, la probabilité s'écrit comme ceci. Donc k parmi n, puis p puissance k, etc. Donc p dans l'occurrence c'est 0,3, n c'est 20, et k ici c'est 10. Donc j'ai juste à remplacer ceci. Et en fait dans Python, donc dans SciPy notamment, va y avoir une fonction donc binomiale, où juste en fait à donner les arguments que je veux, donc en l'occurrence k10. Et donc le résultat exact, si je le regarde, c'est 0,0308. Donc c'est pas exactement 0,03. Il y a quand même des décimales après, alors que moi, celle que j'ai approximée, elle est un peu plus haute. Donc c'est pas exactement la même. Et vous voyez que le temps en fait ici est beaucoup plus rapide. Question numéro 5, très très dure celle-là. Donc comment montrer que les deux phrases « question sans réponse » et « enquêtons sans espoir » ont exactement les mêmes lettres de même occurrence. Donc ça veut dire qu'en fait à partir de cette phrase, je peux reconstituer cette phrase sans changer ou ajouter aucune lettre, juste en changeant l'ordre dans la phrase. Donc il y a deux manières de procéder. Donc la première manière de procéder en Python, elle est assez classique. En fait ça va consister à définir un dictionnaire des lettres. En fait donc je vais ajouter 0. Et en fait à chaque fois que je vais parcourir la sentence 1, à chaque fois que je vais rencontrer une lettre, donc par exemple Q, donc dans le dictionnaire, je vais ajouter cette lettre. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Dictionnaire letter, donc vous voyez que A il a ajouté 1, E il a ajouté 3 fois, etc. Et maintenant je vais faire exactement la même chose dans la sentence 2, mais ce que je vais faire cette fois c'est dépiler. En gros je vais ajouter un -1 à chaque fois. Donc je fais ceci, et donc normalement, si les deux phrases sont exactement les mêmes, alors dans le dictionnaire, on ne devrait qu'avoir des zéros, puisque ça veut dire qu'il a compté le même nombre de lettres dans les deux phrases. Et donc je vais maintenant voir ceci, et donc c'est bon, puisqu'en fait il n'a pas printé, c'est un anagramme. Donc ça c'était la méthode Python dictionnaire, elle est quand même assez puissante, parce que vous voyez il y a juste une boucle sur les deux, donc ça va assez vite, mais je trouve qu'il y a une solution qui est très très élégante en fait d'un point de vue mathématique, et qui consiste à utiliser le théorème fondamental de l'arithmétique. Donc tout entier strictement positif peut être écrit comme un produit de nombres premiers d'une unique façon à l'ordre près des facteurs. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel nombre, donc je sais pas, 72, en fait vous pouvez l'écrire en un produit de nombres premiers, et cette décomposition est unique en fait. Donc si vous prenez 73, ce sera une autre chose. Et en fait, comment on va utiliser ce théorème pour notre anagramme? Eh bien en fait c'est très simple, enfin c'est pas non plus ultra simple, on va définir une liste de nombres premiers, en fait. Et en fait, à chaque lettre, on va associer un nombre premier. Donc par exemple, A, il aura la lettre 2, B, il aura la lettre 3, C, la lettre 5, etc. Et en fait, une fois que je vais faire ça, donc je vais associer chaque nombre de la phrase à un nombre premier. Et en fait, quand je vais faire le produit, normalement, vu que c'est une décomposition en nombre premier, le résultat devrait être unique. Et donc, si j'ai défini ici une fonction pour le faire, donc vous voyez, en fait, je prends la lettre, et je prends en fait son nombre premier associé, donc je le multiplie, et ensuite je retourne le product. Et donc, regardons si on obtient bien les mêmes résultats. Donc on va ici faire cette fonction, on va l'appliquer à la phrase 1 et la phrase 2, et donc normalement, on obtient bien le même nombre exact. Donc on peut en déduire que les deux phrases sont des anagrammes. Et donc si vous voulez être en être certain, on a juste à modifier ici, donc j'ajoute un A, voilà. Donc bien évidemment celle-là ne va pas marcher, et celle-là également, puisque vous voyez là, j'ai juste changé une lettre, mais le produit est complètement différent. Donc on a bien réussi à montrer que les deux phrases sont différentes. Question 6, question suite, puisqu'en fait on va définir la suite U de n plus 1 qui va être égale à 5 fois UN plus 3 avec U0 qui est égal à 1. Donc par exemple, si je pars de U1, il va être égal à 5 fois 1 plus 3, donc ça va donner 8. Ensuite, U2 va être égal à 5 fois 8 plus 43, donc 43, etc. Et on cherche à savoir quelle est la valeur de U15, par exemple. Donc on peut le faire très facilement avec une boucle for, en fait,
où en fait je vais monter dans les ranges et à chaque fois je vais utiliser la formule et ensuite je vais changer l'ordre. Donc si je l'exécute, le résultat est maintenant contenu dans UK puisque c'est le dernier, et donc quand je vois combien ça fait à peu près ceci en fait. Donc en fait cette formule ça s'appelle une suite arithmético-géométrique qui peut s'écrire de un plus 1 va être égal à a fois un plus b. Et en fait, cette suite géométrique, elle admet une formule qui me permet de déterminer la valeur à n'importe quel rang. Et en fait, c'est cette formule-ci. Ça veut dire que un est égal à a puissance n, facteur de u0 moins r plus r. Donc u0 dans notre cas, c'est 1. R dans notre cas, ça va être b sur 1 moins a. Donc ce sera 3 divisé par 1 moins 5. Et en fait, en appliquant cette formule, je peux directement avoir le résultat. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc le code Python, donc là vous voyez bien que j'ai défini ma valeur r, qui égale à 3 sur 1 moins 5. Et donc maintenant, mon résultat, je mets juste 5 à la puissance 10 fois 1 moins r plus r. Et donc mon UK est égal à ceci, je copie la valeur. Et donc résulte suite arithmético-géométrique, on a exactement la même valeur. Donc là c'est juste un float et là c'est un integer, mais autrement c'est la même valeur. Question 7. Donc on a à nouveau une pièce truquée qui donne face 15 fois sur 100, donc la probabilité est de 0,15. Et on se demande en fait quel est le nombre moyen de lancer avant d'obtenir le premier succès. Donc en gros, combien de fois je vais lancer la pièce avant d'obtenir une première fois face en fait. Donc pour cela, ce que je peux faire, c'est donc comme précédemment, donc écrire ma boucle. Ici, je vais simuler par exemple 10 000 tirages. Et en fait, tant que j'ai pas breaké la condition, donc tant que j'ai pas obtenu face, je vais simuler des tirages donc entre 1 et 100. Donc si c'est inférieur à 15, c'est bon, c'est-à-dire que j'ai obtenu face. Et sinon, je continue à augmenter le nombre de lancers. Donc je vais faire ça, et ensuite ce que je vais faire, c'est ajouter ce nombre de lancers à une liste. Et ensuite, pour avoir la probabilité, je vais prendre la moyenne, puisque ça va me donner à peu près le nombre de fois que j'ai attendu. Et donc si je regarde combien ça me fait, ça me donne à peu près 5,64. Donc en moyenne, pour obtenir la face, je dois lancer entre 5 et 6 fois la pièce. Et donc en fait, ceci c'est pas une loi binomiale, c'est ce qu'on va appeler une loi binomiale négative. Donc la loi binomiale négative, en fait, elle va compter le nombre de failures, d'échecs, avant d'obtenir le premier succès. Et donc elle peut s'écrire comme ceci, en fait. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on ne cherche pas la probabilité d'avoir, par exemple, 3 échecs, on va chercher l'espérance. Donc, en moyenne, combien ça va me donner. Et donc, en fait, l'espérance, c'est juste cette formule-là, c'est 1 moins P sur P. Donc, 1 moins 0,15 divisé par 0,15. Et donc, si je reviens à mon code et que je fais le calcul, je devrais obtenir, normalement, exactement la même chose. Et donc, j'obtiens exactement la même chose. Après, ça peut différer un peu, parce qu'ici, ça va être un petit peu différé au niveau des nombres. Mais autrement, l'idée, c'est la même, c'est tout de même très proche. Sauf que ceci, bien sûr, ça va être devenir le résultat exact. Question 8, donc dernière question, mais sûrement la plus intéressante. Donc je ferai une nouvelle vidéo où je vous parlerai plus en détail de cette question, de ce problème. Donc là, en fait, on va jouer un jeu télévisé, donc c'est le Monty Hall Problem. Et en fait, le candidat doit choisir entre 3 portes, derrière lesquelles se trouvent 2 chèvres et une Ferrari. Donc par exemple, il choisit une porte. Après qu'il ait choisi une porte, le présentateur va alors ouvrir une autre porte qui contient une chèvre. Donc, et après on se demande si le candidat a-t-il maintenant plus de chances de trouver la voiture s'il change son choix, c'est-à-dire s'il choisit la porte restante plutôt que celle qu'il a directement. Donc pour ce faire, on peut toujours utiliser une boucle for et des probabilités. Donc au départ je définis mes 3 portes, donc chèvre, chèvre, Ferrari. Je vais dire, je vais faire 10 000 simulations. Je vais également compter le nombre de succès et compter le nombre de succès s'il ne change pas de porte, pour voir vraiment s'il y a une différence entre les deux. Et en fait, ce que je vais faire, c'est au début, je choisis une porte initiale, donc au hasard. Ensuite, je sais où est l'index de la Ferrari. Je vais dire que par exemple, le présentateur, lui, il va choisir une porte qui n'est pas la Ferrari et qui n'est pas le choix de l'autre. Donc il sait où est la chèvre, par exemple. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que ici, en fait, ce sera le choix final. Donc c'est-à-dire qu'il va changer, il va prendre la porte restante, et ici c'est le choix final s'il n'avait pas changé, donc s'il a gardé son premier choix. Et donc je vais ensuite compter le nombre de succès, donc si il a changé et qu'il a une Ferrari, je compte 1 plus 1, et s'il n'a pas changé et qu'il a une Ferrari, je compte ici 1 plus 1. Et donc
la solution en fait intuitive, c'est on pourrait se dire, bah ça change rien qu'il change ou pas, parce qu'au départ il avait un tiers, donc ça restera un tiers. Mais en réalité c'est pas ça. Pourquoi? Parce que probabilité oblige. Et donc si je run tout ça, j'obtiens qu'en fait la probabilité que quand il n'avait pas changé sa stratégie, donc quand il avait juste choisi dès le départ, c'était un tiers, ce qui est logique. Par contre quand il va changer de porte, ça va plus être un tiers, ça va être 2 tiers. Donc pourquoi? En fait tout ceci ça peut très bien s'expliquer avec le théorème de Bayes. Donc la formule de Bayes qui dit que si un événement A est conditionné par un événement B, alors la probabilité peut s'écrire comme ceci. En fait c'est une inversion des conditionnements. Donc vraiment une formule très très utile à savoir, que ce soit en machine learning, que ce soit en stats, que ce soit n'importe où, en finance, etc. Et en fait, pourquoi c'est intuitif? En fait, imaginez que maintenant, à la place d'avoir 3 portes, il y a 1 million de portes. Donc vous choisissez une porte au hasard, et maintenant le présentateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous montrer toutes les portes où il va en fait ouvrir toutes les portes, sauf celle où il y a la Ferrari, et il va vous montrer une chèvre. Et maintenant, il va vous dire, est-ce que tu es sûr que tu veux garder ton choix initial? Vous allez dire, non, puisqu'il a ouvert toutes les portes, sauf là où il y avait la Ferrari, du coup, ça a plus de chances de moi de changer, même si dès le départ, j'ai choisi la Ferrari. Et oui, c'est logique, donc vous avez tout intérêt à changer, puisqu'en fait, puisque lui, en fait, le présentateur, il avait l'information où était la porte avec la chèvre et où était la porte avec la Ferrari. Du coup, il vous a montré la porte où il n'y avait pas de Ferrari. Du coup, vous avez tout intérêt en fait à changer. Et donc donc dans le cas présent, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un tirage, sachant que la formule de Bayes, dans le cas présent, elle n'est pas non plus des plus simples. Mais en fait, dites-vous à l'esprit que dans la plupart des cas, dans les problèmes où on vous demandera sachant, etc., où il y a une conditionnalité, en fait, vous pouvez résoudre très facilement et obtenir la probabilité exacte grâce à cette formule de Bayes. Donc voilà, on se termine aujourd'hui pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres astuces. Donc j'ai pas notamment parlé des sommes de Gauss par exemple, ou des sommes des nombres carrés, etc. Mais ça c'est des formules également classiques. Pareil les binômes, etc. Tu as beaucoup de formules mathématiques. Et donc je vous invite en commentaire à proposer des problèmes. Donc des problèmes en fait que vous pensez que c'est plus facile de résoudre d'un point de vue mathématique que d'un point de vue computationnel en fait. Et donc, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce que j'aime beaucoup les maths et beaucoup l'informatique. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.